Bonsoir, bienvenue à Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 29 septembre 2022. Alors ce soir, un lancement tout à fait réussi vient de se terminer. Il y a quelques bouteilles vides de vin qui traînent esselées sur la table. Et le lancement, c'est celui du plus récent livre d'Emmanuel Poineau, L'angle de chute, publié chez Leméac. Et demain matin, Emmanuel et moi allons enregistrer une petite vidéo afin de parler de son livre. Alors, elle sera en ligne assez tôt en matinée. Et après, je vais préparer le salon du livre qui a lieu, le salon du livre ancien, qui a lieu à l'Université Concordia, dans le hall d'entrée de l'Université Concordia, samedi et dimanche 1er et 2 octobre. Alors, si vous voulez en savoir plus, vous n'avez qu'à googler et vous trouverez toutes les réponses nécessaires à vos questions. Hier, j'ai déballé, sous vos yeux étonnés, des livres de ma bibliothèque personnelle. Et certains de ces livres avaient été lus il y a très longtemps. Mais tellement longtemps. Dont un, ouais, c'est ça un vieux lecteur. Comme je dis souvent à mes jeunes amis qui m'interrogent sur certaines lectures, je leur dis toujours, j'ai des vieilles lectures dans le corps. Alors celui d'Herbert Ashtern Bush. Je répète son nom. Herbert Ashtern Bush. Le jour viendra, l'heure de la mort, récit. Et j'ai été étonné d'y voir sur la page de garde mon nom et la date du 22 mai 1982. J'étais au tout début de la toute petite vingtaine et je ne conservais aucun souvenir de ce livre. Je sais que je l'ai conservé, la preuve, et j'ai cette habitude de garder les livres lus. Je me suis jamais débarrassé, je pense, d'un livre lu. Peut-être inopinément, par accident. Je sais qu'il n'y a pas si longtemps, j'ai retrouvé un essai d'André Breton qui portait ma signature sur la page de garde et le livre, je l'avais lu au tout début de la vingtaine. Le client l'a acheté, évidemment sans se poser de questions. Moi, quand j'ai reconnu ma propre signature et la date, en ce temps-là, j'écrivais la date des livres lus, j'ai eu une sorte de léger étonnement, mais la transaction a quand même eu lieu. J'ai liquidé une partie de ce souvenir de lecture. Alors, Herbert Ashtern-Bush. Alors, je me disais, en préparant cette vidéo, il y a des livres qu'on lit et qui ne laissent aucune trace dans notre esprit, ni dans notre mémoire. On ne se souvient même pas qu'on a passé du temps en leur compagnie. Vous pourrez dire, oui, dans ce cas-ci, le livre a été lu il y a 41 ans. C'est quand même, c'est presque archéologique l'affaire. Mais il y a des livres que j'ai lus il y a 41 ans et même plus tôt encore, et dont dont non pas la mémoire est vive, mais dont l'éclat incandescent et l'émotion que j'ai éprouvée. Je me revois dans l'endroit où je l'ai lu. Je me revois quasiment l'état d'esprit qui était le mien lorsque j'ai parcouru le livre. Mais celui-ci, le jour viendra, l'heure de la mort, c'est le blackout total. Mais très curieusement, après avoir fait quelques recherches sur le livre, et après l'avoir parcouru, avoir grappillé à l'intérieur du livre, happé quelques phrases ici et là, je me suis rappelé pourquoi ce livre-là m'avait interpellé. Et je me suis revu à l'endroit où j'étais, précisément. Et j'ai revu
le faisceau de lecture dans lequel non pas je naviguais, mais dans lequel je me déplaçais. C'est l'époque Bukowski. Alors, j'ai dû présumer que cet auteur allemand avait quelques accointances avec ce bon vieux Hank. Et je n'avais pas tout à fait tort, car l'ayant parcouru, j'ai retrouvé cet esprit délinquant, cet esprit irrévérencieux, un peu frelaté aussi, cette atmosphère crépusculaire, les bars enténébrés. Alors, j'ai quand même fait quelques recherches. Alors, Herbert Achternbusch est né en 1938 et il est décédé le 10 janvier 2022. Cette date du 10 janvier 2022, j'ai imaginé sans doute que, puisque c'est un auteur à la fois méconnu, très méconnu même, qui n'est pas entré dans la légende, alors j'ai imaginé ce carton dans lequel il était, comme une sorte d'urne, dans le fond du deuxième sous-sol de l'enfer, qui est le Tartare. Il gisait parmi d'autres livres lus, dont Aurélien d'Aragon, dont Ulysse de James Joyce. James Joyce, évidemment, j'en conserve un souvenir très vif. Et Aragon également, j'en conserve un grand souvenir. Lu à la même époque. Ça, c'est curieux que ces livres-là se sont retrouvés ensemble sans... Ouais, James Joyce, Achternbusch et Aragon, peut-être au fond, ont des similitudes. Alors, j'ai pensé que le 10 janvier 2022, il est décédé, et quelque part, dans une cave sombre de la ville de Montréal, était entreposé un de ses livres lus par un tout jeune homme qui avait encore tous ses cheveux en 1982. Alors on dit de lui que ses films, il a fait des films aussi, sont dans la mouvance surréaliste. Le Fantôme, en 1982, a connu un scandale à cause de son caractère blasphématoire. Et il a pratiqué le genre simili-théâtre amateur. Voyez. Il a fait semblant d'être un amateur. Ça, c'est quand même un grand art. On est un véritable professionnel et on pousse les limites de l'amateurisme le plus loin possible afin de ne pas être confondu avec des professionnels. C'est beaucoup de travail pour se maintenir à ce niveau d'amateurisme. Il a fait scandale parce qu'il était irrévérencieux. Il avait mis le Christ en scène, et c'était un Christ obscène, un Christ qui pratiquait le blasphème, qui pratiquait le sacrilège. Alors, mais je me suis demandé, en filant la réflexion, qu'est-ce qui s'était passé le 22 mai de l'année 1982? Alors, je suis allé sur le site de la BANQ et j'ai parcouru rapidement le journal Le Devoir du samedi, c'est un samedi, le samedi 22 mai 1982. Alors, on y apprenait que des commandos britanniques avaient débarqué sur les îles Malouines. Donc, ils les avaient reconquises. Et de Paris, Madeleine Ouellette-Michalska, l'échappée du discours de l'œil, qui avait été fort prisée en son temps par cette nouvelle génération de féministes, avait refusé le prix du gouverneur général, prétextant que les symboles qui y étaient rattachés, dis-je, à savoir la monarchie, étaient des symboles outranciers et éculés et, au fond, infâmes. Et elle avait refusé, donc, le prix, mais elle avait souhaité que le montant soit versé à l'association
des femmes autochtones du Québec. Oui, monsieur. Oui, madame. En 1982. Déjà, elle avait cette conscience, Madeleine Ouellette-Michalska, de que, que les premiers habitants de ce territoire méritaient assistance, méritaient respect et méritaient affection même. On y lisait aussi, toujours dans ce devoir, que Pékin dénonçait à nouveau l'expansionnisme soviétique. Ça fait rêver, hein? On pourrait imaginer aujourd'hui que Pékin, à nouveau, dénonce l'expansionnisme débile de la Russie. On y lisait aussi un long reportage. Les goulags chinois n'ont pas disparu. On a l'impression que les goulags chinois sont encore là. On y lisait également dans la section sportive que Charlie Lee, le lanceur des expos, avait eu un match assez extraordinaire et qu'il avait battu les Reds de Cincinnati. Dans la section littéraire, il y avait un texte de Louis-Philippe Hébert, mon ami Louis-Philippe Hébert, qui passait en revue 2 numéros, celui de la revue Liberté, numéro 140, ainsi que le numéro de la revue Spirale, numéro 22, 23 et 24. On y lisait également que Nathalie Petrovski avait consacré un texte à cet anthropologue qui a travaillé sur les tribus africaines, Jean Rouch. Ah oui, si vous allez voir, faites des recherches sur Jean Rouch. Ces fameuses fêtes où tout à coup, une fête qui avait lieu une fois par année, où je ne me souviens pas de la fameuse tribu africaine, et tout à coup, pendant une journée, ils faisaient semblant d'être des colons blancs, dans une sorte de simulacre incantatoire qui devait relever de la catharsis. Mais c'était assez troublant, les images, parce qu'ils étaient animés d'une sorte de folie, d'imitation, presque à la fois grotesque, à la fois tragique, à la fois insensée, mais extrêmement troublant. Et Pierre Falardeau, dans Le Temps des bouffons, avait pris une de ces séquences de cet anthropologue cinéaste, Jean Rouch, pour montrer au fond que les Québécois aussi avaient cette capacité de singer les colons anglais. Et le parallèle qu'il avait fait entre, parce que Falardeau avait une formation d'anthropologue, et le parallèle qu'il avait fait entre ce désir d'être pareil au maître, avec ce même désir chez les tribus africaines, avait suscité d'ailleurs Le Temps des bouffons à l'époque, avant YouTube, avant les DVD, avant tout ça. On se passait sous le manteau cet enregistrement du Temps des bouffons sur VHS ou sur Beta. Alors, ce qu'on peut dire, pour conclure cette vidéo de ce soir, c'est que le jour viendra, lors de la mort de Herbert Achternbusch, c'est que le monde est malsain. Le monde est un endroit mauvais. Et que pour décrire ce monde insane, il s'est débarrassé de la différence qu'il pouvait y avoir entre la poésie et la prose. Qu'au fond, les poètes prennent la prose, les prosateurs se défendent, mais qu'au fond, dans un monde de création, il n'y a pas de différence entre les deux. Et son récit part de sa propre vie privée comme expérimentation. Qu'au fond, nos vies ne sont qu'expérimentation. On fait des plans sur la comète, on élabore des stratégies ou pas.
On fantasme sur la retraite ou pas. On s'imagine important ou pas. Et que ça n'a pas beaucoup d'importance parce que le monde dans lequel on se meut, il est émietté, il est en lambeaux, il est parcellaire, il est déchiqueté, il est incompréhensible, il est obscur, il est fou, il est malsain. Et on se dépêtre au milieu de mille et une difficultés en espérant voir ces difficultés s'atténuer et la lumière apparaître à quelque part dans nos existences. Mais c'est une illusion, car on est bousculé, on est meurtri, on est jeté à travers de la vie, on est malmené, on est dans une mauvaise passe, on est dans une situation sans issue. Et ceux qui s'imaginent que l'anarchie, parce qu'on pourrait croire que le monde que décrit Ashton Bush est un monde qui se vit sous le soleil de l'anarchie, mais même les anarchistes, au fond, sont des êtres pétris d'idéologie, car ils imaginent qu'il y a un ordre sous-jacent. Et même la tentation de voir dans ce monde insensé un ordre sous-jacent est une tentation indigne de pleutres, de gens qui, coûte que coûte, essaient de donner une forme à l'informe, d'apeurés qui tentent d'apprivoiser le chaos, de reculer les bornes du néant, de la destruction. Le jour viendra, l'heure de la mort, c'est une bouffonnerie qui ne fait rire personne, au fond. Alors le personnage principal, son alter ego, il s'appelle Herbie, et il fout rien de sa vie, à aucun niveau. Il vit en concubinage, il engendre des enfants. Et il a une vie qui n'a pas de bon sens. Ah oui, les souvenirs juste avant la mort. Ça a commencé avec un prêt dont on m'avait fait cadeau autrefois. Comme tout un chacun en reçoit une fois dans sa vie. J'aurais pu m'acheter une vache avec mes revenus. J'aurais pu être triste avec elle et j'aurais pu vivre de son lait, car je suis un homme modeste. Mais comme le dit la Bible de manière si pertinente, Dieu tenait toujours son bras, et il fallut que j'y reste accroché en frétillant. À la fin, il s'agit de savoir si quelqu'un qui est propriétaire d'un pré sait exploiter cette chance. J'étais alors en train de faire la connaissance de Werner Herzog, si je m'en souviens bien. En tout cas, je l'idolâtrais. Je disais à tous les gens que je rencontrais, allez donc voir son Aguirre ou la colère des dieux. Il fallut que je dise que déjà à cette époque-là, quand je parlais à quelqu'un, j'avais toujours l'impression d'avoir plusieurs personnes devant moi. Moi aussi, je voulais tourner un film, et le futur public est partout. Mais comment peut-on tourner un film qui devrait ressembler à un cheveu près à ce que je ne pouvais pas encore me représenter? C'est une bonne chose que j'ai décidé à ce moment-là de ne pas gaspiller la somme énorme reçue de ce terrain pour tourner des milliers de mètres de pellicule avec des troupeaux de bêtes qui n'auraient fait que piétiner jusqu'à le rendre méconnaissable, ce qui me tient le plus à cœur, une vie sans détresse. Je vais vous raconter une dernière chose.
avant de conclure cette vidéo un peu avinée. C'est ça les lancements. C'est ça les beaux lancements. Hein? On boit plus que de raison, on s'emporte. On oublie les difficultés de l'existence. Et on festoie en compagnie de ses pairs. Aujourd'hui, on m'a demandé Bachelard, la femme d'une chandelle. C'est beau ça, hein, la femme d'une chandelle. Oui, la flamme d'une chandelle. On adore tous Bachelard. Comment ne pas aimer ce vieillard neptunien entouré de ses milliers de livres couchés à la verticale, à l'horizontale. Ce qui est peu commun, hein, convenons-en. Eh bien, quelqu'un me demandait du Bachelard, j'en avais, on a discuté. Tout à coup, quelqu'un qui écoutait, la librairie est petite et il y a beaucoup de conversations à la librairie. Les gens parlent, les gens écoutent. Les gens du livre sont des êtres volubiles et passionnés, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Ce ne sont pas des extravertis, ce sont des introvertis, extravertis, des types doubles, mixtes, comme le dit Jung. Ça part d'eux et ça va vers l'extérieur. Et là, une fois rendu à la caisse, ce client me dit c'est drôle que l'on parle de Bachelard aujourd'hui. Car ce client s'occupe d'une maison de transition pour des gens qui ont de très graves problèmes psychiatriques. Et il évoquait le cas d'un de ses patients schizophrénique, semble-t-il, qui a 100 voix dans sa tête. Il entend 100 voix dans sa tête. Et qui griffonne à longueur de journée dans des cahiers, des réflexions d'une écriture absolument incompréhensible. Je lui demandais si cette écriture-là avait une structure qu'on pouvait décrypter. Selon lui, non, la graphie était totalement illisible. Et il y a 2 jours, il est tombé en bas d'un viaduc et il est entre la vie et la mort. Et les policiers, menant l'enquête pour savoir s'il n'avait pas été peut-être victime d'une tentative de meurtre, avaient fouillé dans sa chambre. Et que n'avait-il pas trouvé sur le bureau de sa chambre encombrée de papiers et de livres? Oui, et de livres. La flamme d'une chandelle de Gaston Bachelard. Alors, il était tout étonné de cette, j'allais dire, funeste coïncidence, mais de cette analogie entre une vie peut-être en train de s'éteindre, une vie dont l'âme vacillante était peut-être en train de mourir, et cet ouvrage posé sur le bureau, et ce client trouvant enfin ce livre de Bachelard qui manquait à sa collection. Alors, vous voyez un peu ce mystérieux réseau de concordance qui peut exister entre les êtres, malgré les chutes en bas d'un viaduc. On aurait envie de dire, oui, le jour viendra, l'heure de la mort. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à demain tôt, car demain, on a rendez-vous avec Emmanuel Poineau. Je vous remercie d'être avec moi et à demain.